Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, en direct de Ho Chi Minh Ville au Vietnam où il séjourne pour une année de recherche et d'études, Dr Philippe Fay, PhD, docteur en réadaptation. Philippe est notamment professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également coordonnateur médical de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, auprès de laquelle il a notamment contribué à l'implantation d'un protocole de retour au jeu pour les hockeyeurs ayant subi une commotion cérébrale. Ses travaux de recherche portent principalement sur les altérations fonctionnelles résiduelles chez les personnes ayant subi une commotion cérébrale, ainsi que sur la neuroplasticité du cerveau humain. Philippe est le fondateur et actuel directeur scientifique de la clinique Cortex, qui est spécialisée dans la prise en charge des patients ayant subi une commotion cérébrale. Au cours de cet entretien captivant, nous discutons de tout ce qui entoure les commotions cérébrales. Définition, facteurs de risque, prévention, diagnostic, traitement et séquelles à long terme. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Philippe, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi pour vous et bon matin pour moi, puisqu'on se rejoint avec un petit décalage horaire dont on va parler dans quelques minutes. Donc, je vous rejoins au Vietnam, puisque vous y êtes pour le travail. On va parler de santé, on va parler de commotion cérébrale, ce qui m'amène à vous demander d'emblée pour mettre la table, compte tenu de peut-être votre travail, votre expérience de vie, quelle est votre définition de la santé? Ben oui, c'est vraiment une grosse question. C'est assez complexe, là, même si ça a l'air simple. Pour moi, c'est pas juste une absence de maladie ou l'absence d'une dysfonction. Je pense que pour moi, être en santé, c'est d'avoir un corps et un esprit en équilibre, capable de faire face aux défis de la vie quotidienne, là, qui sont grands de ces temps-ci. Je pense que c'est important d'avoir un système immunitaire fort, un bon niveau d'énergie. Pour moi aussi, le sommeil est super important, donc un sommeil réparateur. Puis dans le cadre de mon travail aussi avec les commotions cérébrales, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde souvent. Une bonne alimentation, une activité physique régulière, donc capable de faire tout ça. Puis aussi, une partie de la santé que je trouve assez importante aussi, c'est tout l'aspect cognitif, mental et tout ce qui est les relations sociales. Ça aussi, c'est un gros point dans les commotions cérébrales puis dans le développement cérébral. Mais pour moi, être en santé, c'est vraiment un équilibre là, de tous ces facteurs-là. Assez complet, finalement. Exactement. Donc, vous êtes au Vietnam. Que faites-vous au Vietnam? Vous m'en avez glissé un mot là, lors d'un échange par courriel. Donc, qu'est-ce qui vous a amené là-bas pour une longue période quand même? Oui, ben j'ai pris une année sabbatique, là, une année de recherche et d'études. Là. J'ai un poste universitaire là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ça me permet de faire une collaboration avec l'Université de médecine et de pharmacie de Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam. Donc, je suis ici là pour vraiment regarder un peu les façons de faire quant à la prise en charge des traumas crâniens. Donc, pas juste les commotions cérébrales, mais vraiment traumas crâniens en général. Puis, on fait aussi des projets de recherche là sur la prise en charge des commotions. Il y a beaucoup ici d'accidents des accidents de la route reliés aux motos. D'ailleurs, même moi, maintenant, depuis que je suis arrivé, là, ça fait environ 2 mois que je suis arrivé. Là, je m'en vais travailler à l'université puis au centre de réadaptation en moto. Tout se fait en moto ici. Donc,
Je travaille là-dessus pendant un an. Là, j'échange avec les collègues de l'Université de médecine et de pharmacie là, ici au Vietnam. J'ai le souvenir, j'ai séjourné au Vietnam en 1997. Il n'y avait pas d'arrêt-stop à toute fin pratique ou pas de feu de circulation. Est-ce que c'est encore comme ça, les croisements d'intersection, là? En fait, ça a changé. Maintenant, il y en a. Le seul problème, c'est que personne ne les respecte. Donc, même quand c'est rouge, les gens passent. Donc, ça, c'est vraiment problématique là pour quelqu'un qui arrive du Québec comme moi, où on respecte beaucoup les feux de signalisation, puis à peu près toutes les normes de conduite. Et même les gens roulent sur les trottoirs, roulent à l'envers. Donc, ce que j'ai compris ici, c'est qu'il faut vraiment jamais regarder les angles morts, puis jamais regarder en arrière, mais juste tout le temps regarder en avant et se concentrer à éviter ce qui se passe en avant. Donc, les gens, quand ils arrivent, incluant moi, c'est assez drôle parce que souvent, les gens vont se filmer en essayant de traverser la rue parce qu'il n'y a jamais d'arrêt. Donc, c'est un flot continu de motos et de voitures. Et donc, il faut juste marcher, traverser la rue en marchant de façon d'un pas régulier. Puis là, les motos vont vous éviter. Maintenant, moi, c'est l'inverse. Là, je suis en moto, donc je vois vraiment, je le vis là, dans un flot de motos. On évite les piétons. Il faut vraiment pas que le piéton arrête parce que nous, on avait déjà planifié la trajectoire. Donc oui, ça change un peu, mais les gens respectent pas du tout. Alors, alors, je constate que les directives n'ont pas changé. C'est ça. Depuis 26 ans. Très chaotique. J'aimerais que vous me parliez de Cortex et de cet intérêt pour les commotions cérébrales, d'où ça vient, là, puis peut-être de la clinique Cortex aussi, là, donc. Oui, tout à fait. Écoutez, moi j'ai commencé, moi je suis thérapeute du sport de formation, donc j'ai commencé à travailler dans le milieu sportif il y a plus de 25 ans. Puis quand j'ai terminé mon baccalauréat, là, je suis allé travailler avec une équipe de hockey de junior majeur. Donc j'ai été rapidement en contact avec des commotions cérébrales. Puis, dans le temps, les protocoles étaient vraiment différents. Donc, j'ai commencé à me poser des questions à savoir, mais pourquoi les athlètes reviennent au jeu après, des fois, c'était après quelques jours, des fois, c'était le lendemain. Puis, qui me disait, ben écoute, selon les protocoles actuels, je suis correct pour jouer, mais je me sens pas comme normal. Il y a quelque chose je me sens pas tout à fait normal malgré le fait que tous mes tests disent que je suis normal, que tout va bien, que j'ai bien récupéré. Donc ça a commencé à m'amener un questionnement. Donc j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus, puis il y avait pas grand-chose. Finalement, j'ai décidé d'aller faire un doctorat à l'Université Laval qui touchait les commotions cérébrales ainsi que les traumas crâniens. Puis vraiment sur la question de recherche, à savoir pourquoi, c'est quoi les effets résiduels d'une commotion cérébrale après avoir la commotion. Donc, une fois que les athlètes se sentent bien ou les gens se sentent bien après une commotion, est-ce qu'il reste des déficits? Est-ce qu'il y a des altérations fonctionnelles résiduelles? Donc, ça, c'était vraiment mon travail de doctorat. Puis, en parallèle, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment à l'époque, là, il n'y avait pas vraiment d'organismes qui s'occupaient des sportifs en tant que tels. Il y avait, si on parle d'organismes subventionnaires, il y avait la SAC là, qui s'occupe des accidentés de la route, t'as la CNESST qui était la CSST dans le temps qui s'occupait des travailleurs. Pour les traumas crâniens aussi, il y avait quelques programmes, mais pour le sportif ou les gens actifs, pas nécessairement les athlètes de haut niveau, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, avec des collègues, puis avec le fruit de mes recherches aussi, on a trouvé des belles choses. On a décidé d'ouvrir la clinique Cortex. Donc, ça, c'était en 2010 qu'on a commencé. À l'origine, on était juste une poignée de cliniciens. Donc, 3 cliniciens, neuropsychologues, physiothérapeutes et moi-même, ainsi qu'un médecin, en fait. Et rapidement, on a vu qu'il y avait une demande. Les gens avaient besoin on répondait à une demande, en fait. Puis, à ce moment-là, quand ça a commencé, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 10-12 ans, comme je vous dis, la recherche était à un balbutiement en termes de commotion cérébrale. Pendant les autres années avant, il y avait déjà eu des recherches, mais je vous dirais que dans les 10 dernières années, il y a vraiment eu une explosion de la recherche, surtout au Canada et aux États-Unis. Donc, on était bien placés au Canada pour être des acteurs, même nous-mêmes, dans la recherche. La clinique Cortex, on est une de
nos forces, je dirais, ou une de nos valeurs, c'est de se baser sur les données probantes. Mm-hmm. Donc, on fait beaucoup de recherches au sein de la clinique elle-même. Donc, ça nous a permis de rapidement prendre en charge beaucoup de gens. Puis, on s'est rendu compte, on a grossi rapidement. Puis, finalement, la clinique Cortex s'est fusionnée avec la clinique de physiothérapie, clinique physio interactive. Donc, pour vraiment essayer le but de ça, c'était vraiment de rejoindre le plus de professionnels de la santé pour offrir un service à la population. Et ça a vraiment commencé là par mon intérêt là, en voyant des athlètes là, qui semblaient avoir récupéré selon les protocoles standards, mais qui finalement n'étaient pas 100% récupérés. Si on les prenait aujourd'hui, ces athlètes-là, puis qu'on appliquait nos protocoles, ils reviendraient au jeu probablement plus tard qu'ils revenaient à ce moment-là. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Vous parliez des années 90 dans le hockey junior majeur, puis d'un repos de quelques jours. Moi, j'ai le souvenir de mon hockey mineur où c'était un retour après quelques minutes. Là. En fait, on sautait un tour. Ouais, c'est ça. Peut-être deux. Ben, puis on était étourdis pendant une semaine. C'est des commotions cérébrales. Là. Moi, j'en ai quelques-unes à mon actif. Là. Vous saurez me dire ce qui m'attend dans le futur plus tard, mais... Puis ensuite, il y a eu des exemples dans le sport professionnel. Eric Lindros, à l'époque, je pense, c'était peut-être mal géré, là, l'impression que j'en ai, des retours prématurés. Puis le retour Exactement. qui a été le géré, on dirait, là, le premier souvenir que j'ai vraiment d'une commotion. Je connais moins le football, mais au hockey, c'est Sidney Crosby, là, à l'époque, qui avait été arrêté très longtemps. Ce qui m'amène à vous poser la question, finalement, ce qu'on fait actuellement avec les commotions cérébrales, ce que vous faites en 2023, les protocoles sont en place depuis combien de temps? Est-ce que ça a été simplement une lente progression ou il y a vraiment un moment où on peut dire OK, on traite ça de façon sérieuse, la commotion cérébrale, là, ce n'est pas simplement un petit coup sur la tête, là. Ben, je vous dirais que vraiment, au niveau de mon expérience personnelle, l'ouverture de la clinique Cortex a coïncidé avec la blessure à Sidney Crosby. Donc, C'était vraiment là, ça a été vraiment en parallèle. Puis à ce moment-là, j'avais des entrevues dans les médias littéralement tous les jours qui me demandaient des questions sur Sidney Crosby. Puis comme je disais, je m'étais penché sur la problématique là, des altérations résiduelles fonctionnelles après une commotion cérébrale. Donc, ce qu'on a trouvé là, dans mes recherches et pendant le temps que j'étais au doctorat, dans ces années-là, donc entre 2008-2012 environ, on a trouvé que ce qui était très important aussi, c'est d'aller regarder au niveau cervical, donc tout ce qui se passait au niveau du cou. Et d'ailleurs, quand Sidney Crosby avait eu sa commotion cérébrale, on avait contacté l'équipe de soins pour leur suggérer de vraiment aller vérifier ce qui se passe au niveau cervical. Puis Sidney Crosby avait été, à l'époque, arrêté une saison complète, un an complet. Puis, dans son cas, c'est après un an qu'ils ont décidé d'aller regarder ce qui s'était passé au niveau cervical. Puis, quand ils ont commencé à traiter son cou, ça s'est bien replacé, là. Puis, ça n'a pas été trop long qu'ils reviennent au jeu. Ben, pas trop long, quand on regarde sur un an, là. Après ça a pris quelques semaines, là. Donc, c'était vraiment un problème, lui, qu'il y avait eu au niveau cervical qu'il fallait régler. Puis vu que c'est un problème plus mécanique, tant que tu règles pas le problème, ben, il va y avoir des symptômes qui vont être reliés à cette mécanique-là.
Donc, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Puis après ça, il y a eu une accélération aussi aux États-Unis dans la même période. Un petit peu après, il y a eu un gros scandale, je pourrais dire, où des joueurs de la NFL ont poursuivi la Ligue de football américaine pour dire qu'ils n'avaient pas été assez renseignés sur les commotions cérébrales. Puis ça, c'était à coups de milliards là, que cette poursuite-là avait été intentée. Puis à partir de là, il y a eu vraiment parce que ça a mobilisé, puis que les gens, quand tu parles de Sidney Crosby au Canada, tout le monde parlait de lui parce que c'est l'athlète, le meilleur joueur de hockey au monde à ce moment-là. Aux États-Unis, la NFL, c'est le sport le plus populaire. Donc, quand la population commence à s'intéresser à ça, puis que les grosses ligues professionnelles veulent pas perdre la face, ça fait que ils veulent se défendre. Puis en même temps, il y a eu beaucoup de financement qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de campagnes par rapport aux commotions cérébrales dans le public. Donc les gouvernements, que ce soit américains, ça a commencé aux États-Unis, puis ensuite au Canada, ont mis beaucoup de campagnes pour expliquer ce qu'est une commotion. Puis à ce moment-là, ça a fait la roue qui tourne. C'est pour ça que je vous dis que dans les 10 dernières années, les États-Unis et le Canada sont des leaders dans la recherche au niveau mondial. Puis ça a fait vraiment une explosion de recherche, là. Donc, à partir je dirais même, il y a 5 à 8 ans, il y a vraiment eu un autre changement de paradigme, là, si je pourrais dire. Donc, là, 10-12 ans, on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau cervical, donc tout ce qui touche le cou. Ça, c'était vraiment nouveau. Avant ça, c'était vraiment repos. On se repose, puis on attend que la commotion cérébrale passe. Quand on a commencé à regarder ce qui se passe au niveau du cou, ça a été, selon moi, un des premiers jalons où il y a eu un changement de paradigme. Puis là, en même temps, il y a eu la recherche qui a quand même explosé aussi dans tous les domaines, donc incluant aussi les biomarqueurs, parce qu'on essaie de trouver le biomarqueur par excellence pour diagnostiquer la commotion. Et ensuite, là, 5-8 ans, je dirais, il y a eu aussi un autre changement de paradigme où on s'est rendu compte que l'activité physique, quand je dis là, c'est vraiment au niveau mondial, on s'est rendu compte que l'activité physique était bénéfique pour la récupération des commotions cérébrales. Donc, on s'est mis à activer les gens beaucoup plus rapidement. Donc, nous, à la Clinique Cortex, on était déjà un peu dans ce paradigme-là, on était déjà un peu des précurseurs parce qu'on fait de la recherche là-dessus. On a même déjà publié des papiers qui montraient que, quand je dis des papiers, là, des articles scientifiques qui montraient que l'activité physique est bénéfique pour la récupération. Mais là, il y a plusieurs équipes dans le monde, là, entre autres à McGill, ils ont été précurseurs là-dedans pour les enfants, puis à l'Université de Buffalo aussi, ils ont été plus pour les adolescents, adultes. Ils ont montré la même chose que nous. Donc là, c'est devenu vraiment un autre shift où, au lieu de dire tu te reposes puis t'attends que ça passe, puis des fois c'était vraiment tu te reposes là pendant une semaine sans bouger. Maintenant, c'est l'inverse, là, c'est vraiment d'activer les gens selon certains paramètres, là. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas dès que tu as une commotion cérébrale d'aller jouer un match après, c'est vraiment pas ça. Mais c'est d'utiliser l'activité physique avec certains paramètres très précis pour aider la commotion cérébrale à récupérer plus rapidement. Qu'est-ce que l'activité physique vient faire dans la récupération d'une commotion cérébrale? Ben, c'est vraiment important, là. Peut-être pour pouvoir répondre à cette question-là, je pourrais d'abord répondre ou expliquer un peu c'est quoi une commotion cérébrale. Comme ça, on va pouvoir vraiment... Et parler peut-être du cou aussi. J'imagine que vous allez m'expliquer aussi l'importance là, du cou, là, qu'on voit plus comme un lien que comme un élément central du problème. Oui, en fait, tout ce qui est situé en haut des épaules, donc tout ce qui est le cou au niveau cervical, c'est des petites vertèbres très mobiles. Donc, quand on a une commotion cérébrale, ça vient toujours après un trauma, un accident. Donc, c'est pas... on peut pas attraper ça, là, une commotion cérébrale, autrement que par un accident. Donc, ça prend un trauma avec une certaine force. Puis, à ce moment-là, quand on a un trauma, puis nous, comme je vous dis, j'ai commencé vraiment avec les sports. Donc, si on prend un exemple de 2 joueurs de football qui arrivent face à face puis qui se rentrent dedans, il va avoir les grandes forces qui vont avoir une répercussion, que ce soit tout ce qui est en haut des épaules. Donc, au niveau du cou, au niveau des oreilles, on a au niveau
à l'intérieur de l'oreille, on a des petits mécanismes là, dans l'oreille interne là, qui s'appellent le système vestibulaire, qui est super important pour savoir on est où dans l'espace au niveau des accélérations. Puis ça, c'est le système vestibulaire, là, il rentre sur la grosseur. C'est comme si vous regardez votre petit doigt, puis le long de votre petit doigt, là, le système vestibulaire rentre là-dessus, puis c'est à l'intérieur de notre oreille interne. Donc, un gros choc aussi peut venir avoir un impact sur le système vestibulaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Pour des dérèglements du système vestibulaire, ben, ça va amener des problèmes au niveau de l'équilibre, des problèmes au niveau des étourdissements, des choses comme ça. Puis, bien sûr, on peut avoir aussi des problématiques au niveau de tout ce qui est au niveau des yeux, donc au niveau pas nécessairement de l'acuité visuelle, mais plus au niveau des mouvements des yeux. Et bien sûr, cerveau-cervelet qui peuvent être atteints dans la boîte crânienne. Donc, quand on a un impact assez grand, le cerveau va bouger dans la boîte crânienne, il va avoir un étirement de certains axones qui va se produire. Et là, il va avoir une cascade neurométabolique qui va se produire. Donc, c'est vraiment un processus chimique qui va se passer dans le cerveau qui va faire que qui est pas normal, un déclenchement d'une cascade neurométabolique anormale. Et c'est ça la commotion cérébrale dans le fond. Donc, pourquoi l'activité physique est importante et est bénéfique pour aider à récupérer des commotions cérébrales? Mais quand on fait de l'activité physique, on va avoir un flot sanguin cérébral qui va être changé. Donc, on va amener de l'oxygène au cerveau. On va aussi avoir, quand on a une commotion cérébrale, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, là, un problème chimique, là, si je peux m'exprimer ainsi au niveau du cerveau. On peut avoir de l'inflammation aussi qui va se produire. Donc, en ayant de l'activité physique, on va avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont s'ouvrir un peu, va amener plus d'oxygène au cerveau. Donc, ça va aider vraiment à récupérer, ça peut aider à récupérer des commotions cérébrales là, qui sont produites là, suite à un trauma important. Mais à l'inverse, lorsqu'on parle, j'imagine, vous parliez commotion cérébrale, inflammation. Si on parle de vasodilatation, est-ce qu'il y a un enjeu peut-être sur le risque d'augmenter l'œdème cérébral, l'enflure cérébrale? Il y a peut-être un petit peu, peut-être plus scientifique, mais la perméabilité tissulaire, est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Un peu comme les traumatisés crâniens, on vise à réduire la pression intracrânienne, non pas à l'augmenter. Exact. Donc, Exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a s'occuper des commotions cérébrales, c'est pas simple. Puis, je suis très content que vous souleviez cette question-là. En fait, vous avez raison. Ce qui est important, c'est de pas qu'il n'y ait pas une trop grande vasodilatation. Donc, c'est pour ça aussi que tout ce qui est de la médication qui amène de la vasodilatation, comme par exemple des anti-inflammatoires, là, certains anti-inflammatoires peuvent amener une vasodilatation. Donc, ça, on veut éviter des anti-inflammatoires dans la période très aiguë, là, dans les 2-3 premiers jours. Et quand on parle d'activité physique, ben c'est quand même un processus qui est plus systémique quand on fait de l'activité physique et qui est aussi contrôlé par le cerveau lui-même et non par quelque chose d'externe comme quand on prend une médication, ça vient de l'externe. Donc en ayant de l'exercice, puis on parle aussi vraiment de l'exercice très léger. Des fois, ça peut être juste commencer là, par aller prendre des marches, là, puis augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Puis c'est vrai, c'est sûr qu'il faut éviter l'activité physique intense. On veut pas augmenter la pression intracrânienne, comme vous l'avez dit, puis on veut pas non plus que cette vasodilatation vienne faire l'effet inverse, puis que l'inflammation se répande au lieu de faire l'effet de guérison, si je pourrais dire, ou de récupération. Donc, c'est vraiment une activité physique très légère au début, puis qui va aller selon certaines prescriptions, je dirais. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est étudié, puis il y a certains paramètres là, qu'on va pas dépasser non plus. Donc, je veux juste répéter pour les gens que si vous avez une commotion cérébrale, c'est important de pas commencer à aller courir des sprints puis des choses comme ça. C'est vraiment juste de pas faire l'effet inverse puis de se mettre dans une chambre noire puis de pas bouger puis d'attendre que ça passe, là. Donc, il y a un peu un équilibre entre les deux où on veut juste que les gens restent un petit peu actifs. Puis comme je disais tout à l'heure, juste commencer à prendre des marches là avec une bonne oxygénation puis augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Déjà là, ça va aider à favoriser là, la récupération qui va être un petit peu plus rapide
suite à une commotion cérébrale. J'imagine que la balise, ça va être l'apparition de symptômes, céphalée ou étourdissement ou des choses comme ça. C'est une des balises. Les symptômes pour nous, c'est important parce que ça donne un guide, puis c'est aussi un signal. Si on a un symptôme, notre corps nous envoie un signal. Mais il y a aussi, puis là on parle vraiment en aigu, là, donc si la personne a quelques symptômes, c'est pas grave, elle peut quand même commencer à faire une petite marche tranquille, tout en respectant le fait que cette marche-là, si on prend l'exemple de la marche, ne devrait pas augmenter ses symptômes à outrance. Donc, faut pas qu'il y ait une augmentation des symptômes suite à l'activité en cause. Mais c'est pas parce qu'il y a des symptômes présents qu'on va s'empêcher de faire cette activité-là. Au contraire, des fois, faire une petite marche, ça peut aider justement à faire diminuer certains symptômes, comme par exemple les maux de tête là, ou d'autres symptômes qui sont reliés à la commotion. Je voudrais revenir sur Sidney Crosby, puis finalement vraiment le rôle de la région cervicale, c'est plus de stabiliser la boîte crânienne ou pourquoi l'impact ou l'intérêt, le fait de porter son attention sur le cou? Ben il y a un phénomène qui s'appelle des céphalées cervicogéniques. Mm-hmm. Donc c'est des maux de tête qui sont provoqués suite à des problèmes cervicaux. Ça n'a rien à voir en tant que tel avec une commotion cérébrale. Les gens peuvent avoir des maux de tête qui sont reliés à leur cou pour différentes raisons. Donc des fois ça peut être les muscles qui sont trop tendus, qui vont provoquer des céphalées, des maux de tête. Donc pourquoi c'est en lien avec les commotions, c'est vraiment à cause du mécanisme de la blessure. Donc, si on a un mécanisme, un trauma qui est assez puissant pour provoquer la commotion cérébrale, ben ça peut provoquer aussi une dysfonction au niveau cervical qui, elle, va provoquer ces céphalées cervicogéniques. Il existe aussi des étourdissements qui sont provoqués par des petites dysfonctions cervicales. Donc, ces symptômes-là de céphalée, de maux de tête et d'étourdissement peuvent être en parallèle de la commotion cérébrale ou en même temps que la commotion cérébrale à cause du mécanisme de blessure. Mais quand ils arrivent les deux en même temps, souvent les gens vont associer, puis même les cliniciens vont associer les symptômes de ces problèmes cervicaux avec la commotion. Okay. Puis là, à un moment donné, la commotion cérébrale va se résorber par elle-même, elle va se résorber tranquillement. Et là, des symptômes restent quand même. Donc, les gens pensent qu'ils ont encore une commotion, mais là, c'est vraiment au niveau cervical la problématique. C'est un problème que moi, je vais appeler là, mécanique. Donc, ça veut dire que si on règle pas ce problème de mécanique qui était pas là au début, qui a été provoqué par le trauma, il peut avoir des petits symptômes persistants qui sont pas en lien avec la commotion directement, qui sont plus des symptômes collatéraux là, à cause du trauma qui s'est produit. Pour avoir l'effet inverse aussi, en fait, c'est que vous pourriez avoir des problèmes, mettons, vous avez un impact, vous n'avez pas de commotion, mais vous allez avoir des maux de tête pareils qui sont là, pas du tout reliés à la commotion, qui viennent du cou. Puis là, les gens pensent qu'il y a une commotion parce qu'il y a un mal de tête. Donc, mal de tête, là, céphalée, mal de tête, c'est un symptôme non spécifique. C'est pas vraiment... oui, la majorité des commotions ont des maux de tête, mais c'est pas parce que vous avez un mal de tête que vous avez une commotion. OK. Donc, portez attention au cou. Est-ce qu'il y a des gens plus fragiles ou plus susceptibles dans le monde de la boxe, notamment? Dans le passé, parfois on parlait de certains boxeurs, puis on disait, ce gars-là a le menton solide, là. Il est capable d'en prendre plus qu'un autre. Est-ce que c'est un mythe? C'est pas un mythe que les boxeurs, certains boxeurs sont capables d'encaisser plus des coups. Faut savoir qu'un des mécanismes de protection de la commotion cérébrale, c'est vraiment le contrôle cervical, le contrôle musculaire au niveau du cou. Okay. Donc, les boxeurs connaissent ça très bien. Ils vont beaucoup s'entraîner au niveau du cou là, pour la stabilisation de la tête. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui a un très bon contrôle moteur, une très bonne stabilisation, il va recevoir un coup sur le menton, il va avoir moins de mouvement dans la boîte crânienne et possiblement le protéger, entre guillemets, d'une commotion cérébrale. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est un boxeur, qui a un bon contrôle moteur, qui a vraiment une bonne musculature, pourrait
avoir un facteur de protection par rapport à un autre boxeur qui a un moins bon contrôle moteur. Puis quand on parle de contrôle moteur, là, c'est pas nécessairement la grosseur du muscle. Là. Des fois, certains boxeurs ont des très gros coups, très proéminents, mais leur contrôle musculaire est moins bon, donc ils sont plus à risque s'ils reçoivent un coup. Un autre facteur au niveau de la boxe, c'est que ces gens-là s'attendent à avoir un coup dans la figure. Puis en fait, le but, c'est vraiment d'infliger à l'autre une commotion cérébrale pour qu'il perde le contrôle et perde le match de boxe. Donc, en s'attendant, ça c'est un autre facteur de protection, là, c'est que quand on s'attend à avoir un coup, notre corps et notre cerveau se protègent. Donc, on va de façon naturelle contracter les muscles, stabiliser la tête. Puis ça, c'est vraiment dans la littérature scientifique démontré. Notamment au hockey, là, dans la majorité des cas qu'il y a des commotions cérébrales au hockey, c'est que dans le 1/10 de seconde avant le coup, la personne s'attendait pas ou portait pas attention à ce qui allait arriver. Elle n'anticipait pas la commotion, ou pas juste la commotion, mais l'impact. Elle n'anticipait pas l'impact et à ce moment-là, ça produit une commotion. Donc, au niveau de l'anticipation, c'est vraiment démontré par plusieurs articles scientifiques là, que c'est un facteur de protection. Maintenant, je pense aussi que c'est un peu comme dans toutes les autres sphères de la santé. Là, il y a probablement des gens qui sont plus fragiles que d'autres pour certaines conditions. Donc, c'est un peu la même chose. Le cerveau est un organe qui fait partie de notre corps. Il n'est pas vraiment différent là, d'autres organes. Donc, je pense que en termes si on prend toute la population, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui sont plus à risque que d'autres. Mais c'est vraiment dur avec les études qu'on a de catégoriser ce type de blessure-là, parce que chaque commotion cérébrale peut avoir un tableau clinique différent selon la force du coup, selon l'angle du coup. On voit beaucoup chez les joueurs de hockey parce que beaucoup de gens pensent que pour avoir une commotion cérébrale, ça prend un coup direct sur la tête. Alors que c'est pas le cas, là. Au hockey, on voit souvent ça, des joueurs qui vont tomber sur les fesses. Il n'y a aucun impact à la tête, ils vont avoir une commotion parce que l'énergie à traverser la colonne vertébrale fait bouger le cou et le cerveau a bougé dans la boîte crânienne. Puis il y a quelques années, là, j'étais sur un groupe de travail gouvernemental. Là, le gouvernement nous avait demandé de regarder tous les sports au Québec par rapport à la situation des commotions cérébrales de tous les sports au Québec. Puis j'étais quand même assez surpris de voir que les gymnastes et les jeunes qui font de la gymnastique, que ce soit sur des poutres ou différents aspects de la gymnastique, ils connaissaient pas tant les commotions cérébrales, alors que ce qu'ils nous décrivaient, ils disaient quand j'atterris puis je saute en bas d'une poutre, des fois j'atterris raide, puis j'atterris sur mes talons, puis là après ça je suis tout étourdi, puis j'ai des maux de tête pendant plusieurs jours. Ben tu as eu une commotion cérébrale malgré le fait que t'as pas eu un coup sur la tête. Donc maintenant c'est plus connu ça aussi, mais c'est important de mettre ça aussi dans l'ensemble du tableau. Puis c'est pas juste les sportifs qui ont des commotions cérébrales, là. N'importe qui va avoir une énergie assez importante pour provoquer un trauma au niveau de la tête peut avoir une commotion cérébrale. Vous parliez tout à l'heure de football. À moins que je ne m'abuse, l'entité au football, on fait référence chez les anciens joueurs à l'encéphalopathie chronique traumatique. Est-ce que ça, j'ai compris que c'était la conséquence de multiples petites commotions cérébrales. Est-ce qu'on est vraiment dans la même entité, donc des coups répétitifs à la tête, puis les gens sont d'une petite commotion cérébrale à l'autre, on aboutit à cette entité-là? C'est la même maladie, finalement, sur un spectre différent un peu? Ou... Oui, en fait, l'encéphalopathie traumatique chronique a été découverte justement par le docteur Omalu aux États-Unis quand il a disséqué un cerveau d'un ancien joueur de la NFL. Et à partir de là, c'est parti un peu cette histoire de encéphalopathie traumatique chronique. Ce que c'est, ça, c'est le dépôt de la protéine Tau qui va se déposer à certains endroits du cerveau. Puis par la suite, juste pour faire un peu l'histoire de ça, par la suite, il y a un laboratoire aux États-Unis, là, à l'Université de Boston, qui a commencé à
recensé des cerveaux d'anciens joueurs de la NFL de tous âges. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont décédés de façon prématurée, que ce soit par des accidents. Il y en a certains qui ont subi des dépressions, qui sont rendus jusqu'au suicide. Donc, ces gens-là, ils ont donné leur cerveau à la science et il y a une chercheuse, professeur Mackey là-bas, qui a vraiment regardé là beaucoup des anciens cerveaux de joueurs de la NFL et dans beaucoup d'entre eux, ils ont trouvé cette protéine tau-là. Donc, il y a eu une corrélation qui s'est faite pour dire que les multiples coups à la tête, notamment au football, vont provoquer l'encéphalopathie traumatique chronique. Mais en date d'aujourd'hui, on n'a pas de recherche scientifique qui est capable vraiment de trouver vraiment. On a une corrélation, mais est-ce que c'est vraiment une causalité? Parce que on n'a pas un nombre assez grand encore de gens qui ont donné leur cerveau à la science, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas voir ça chez le vivant. On peut voir ça juste chez les gens qui sont décédés. Mm-hmm. Donc, c'est très difficile à étudier. Donc, oui, c'est un spectre, là. Puis là, les joueurs de la NFL ont comme brandi le drapeau en disant les multiples coups à la tête provoquent l'encéphalopathie traumatique chronique. Quelques années après, ils ont ouvert un autre laboratoire à l'Université de Toronto pour faire un peu la même chose. Puis là, au laboratoire de Toronto, c'est des joueurs de la Ligue canadienne de football et des joueurs de hockey. Mais c'est beaucoup moins, l'Université de Toronto a beaucoup moins de résultats positifs que l'Université de Boston. Donc, c'est pas clair si c'est vraiment... Ça existe. C'est quelque chose qui ressemble un peu, comme je disais, une maladie dégénérative, mais on peut pas vraiment la lier 100% aux multiples coups à la tête. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Pour les auditeurs qui auraient un intérêt, il y a un excellent film avec Will Smith qui s'appelait Concussion, donc qui semble refléter quand même bien la vie du Dr Omalu. Pour l'avoir déjà entendu en entrevue, il avait relaté qu'il regrettait d'avoir fait cette découverte-là. Parce qu'il disait que ça avait en quelque sorte ruiné sa vie au point personnel, en raison des pressions qu'il avait subies, donc parce qu'il s'attaquait à l'NFL, il s'attaquait finalement à une entité qui était d'une grosseur incroyable, comme on avait fait référence à l'époque au fait qu'il s'attaquait à un jour de la semaine, parce qu'il s'attaquait au dimanche. Donc, ouais, exact. Un excellent film. Dites-moi... J'ai une petite anecdote qui relate un peu ça. Suite à ce film-là, beaucoup de mes collègues cliniciens et chercheurs aux États-Unis, il y a eu un changement dans la population. Là, les gens commençaient à avoir très peur là, des commotions cérébrales. Et ce qu'ils me disaient les cliniciens là-bas, c'est que dans le temps, pour un peu parler aux parents et parler aux gens qui avaient des commotions cérébrales, avant le film, les gens disaient « Ah, j'ai juste une commotion, c'est pas grave. » Donc, à ce moment-là, ils leur disaient « Vous avez un traumatisme crânio-cérébral léger », ce qui est un terme plus scientifique et médical pour dire une commotion cérébrale. Donc là, les gens prenaient ça, OK, j'ai un traumatisme crânio-cérébral léger,
il prenait le temps d'écouter ce que le médecin avait dit, ce que les gens avaient à dire là-dessus. Et après le film, les gens voyaient les commotions cérébrales tellement grandes et que c'était vraiment dangereux. Là, c'était l'inverse. Il disait aux gens, il disait, vous avez un traumatisme crânio-cérébral léger, puis là, les gens pensaient que c'était pas grave comparativement à la commotion cérébrale. Donc, il y a eu un changement, pourtant c'est le même terme, mais juste dans la façon qu'on en parle aux patients, ça a eu un impact majeur là, dans la prise en charge. Puis aussi, suite à ce film-là et aux poursuites là, des anciens joueurs dans la NFL, ben c'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup d'argent. La NFL, si ma mémoire est bonne, et l'armée américaine ont mis $1 milliard US sur la table et ont distribué ça dans les universités sans... c'est vraiment de l'argent qu'ils ont mis sans lien. Ils contrôlaient pas ce que la recherche faisait, mais même à l'Université de Calgary actuellement, j'ai vu un article scientifique sortir là, récemment là, dans les dernières semaines. Puis ils avaient reçu encore aujourd'hui de l'argent de ces fonds-là de la NFL qui ont mis dans un budget spécifique pour financer la recherche sur les commotions. Donc, ça a quand même eu, même si c'était un peu à cause de la pression de la NFL, là, il y a quand même eu de l'argent qui a été financé pour faire des recherches scientifiques là, indépendantes là, suite à ça. Et si je ne m'abuse, un changement de culture, donc à la boxe, à l'entraînement, moins de sparring. Au football, à l'entraînement, il y avait une culture, je pense, de s'entraîner à se cogner casque contre casque, là, puis les joueurs de ligne étaient entraînés à jouer étourdis finalement une grande partie du match. Donc, ce sont des choses qui ont peut-être pas disparu parce que je connais des gens dans le milieu de la boxe, puis tout ne se dit pas parfois, là, les commotions cérébrales à l'entraînement, parfois on n'en parle pas trop là, quand ça survient quelques jours avant un grand match. Donc, mais il y a eu amélioration. Donc, ben, tout à fait. Puis justement, là, au niveau des jeunes, là, il y a eu beaucoup de pression qui a été faite parce qu'il y a au niveau des États-Unis, puis même au Québec, le football au Québec, là, avec l'arrivée du Rouge et Or il y a quelques années, là, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été créés dans les universités francophones et anglophones. Mais au Québec, il y a eu comme une explosion du football. Puis suite à ces choses-là, ben, les inscriptions au football ont commencé à diminuer chez les jeunes. Et aux États-Unis, ben maintenant, ils font des entraînements, puis même rendu chez les pros, là, ils font des entraînements sans équipement, puis ils se sont rendus compte que il n'y avait pas d'impact sur le match, là, parce que la philosophie, c'est tu pratiques comme tu joues. Donc, si tu pratiques pas d'équipement, puis tu te rentres pas dedans, ton match va être moins bon. Mais scientifiquement, on a démontré que la qualité du jeu n'était pas changée malgré le fait qu'ils pratiquaient avec moins de contact. Et pour ce faire, ils enlèvent leurs équipements là, pour pas se rentrer dedans. Puis au niveau de la boxe, ben une autre petite anecdote, là, je parlais avec un entraîneur de boxe qui disait, lui, un jour, il voulait protéger ses athlètes, là, donc il avait acheté des casques, là, des casques spéciaux de boxe, là, c'est pas des casques rigides, mais c'est des casques un peu pour aider à protéger des coups à la tête. Puis ça faisait l'effet inverse parce qu'une fois que les gens avaient des casques, ben ils se sentaient protégés, fait que les autres leur frappaient plus fort dessus. Versus quand à l'entraînement, il y avait pas de... Je parle vraiment à l'entraînement, là. Donc en mettant des casques, ça provoquait plus de commotion parce que les athlètes, les jeunes, là, frappaient plus fort sur les autres. Ils se sentaient plus un peu protégés. Est-ce que on doit investiguer une commotion cérébrale, soit par un CT scan, résonance magnétique ou quoi que ce soit d'autre, ou c'est simplement un diagnostic clinique? C'est un diagnostic clinique à l'origine. Par contre, si on suspecte là, qu'il pourrait avoir une blessure plus grave, donc saignement intracrânien, un œdème cérébral, c'est vraiment important d'avoir des techniques d'imagerie, mais les techniques d'imagerie ne détectent pas les commotions. Donc, c'est vraiment pour aller détecter s'il y a des choses plus graves qui pourraient porter atteinte à la vie de la personne ou amener des comme je viens de le mentionner, un saignement à l'intérieur du crâne. Ça, c'est vraiment urgent. Donc, c'est des techniques d'imagerie. Actuellement, il y a des recherches qui essayent de trouver des biomarqueurs, que ce soit avec des prises de sang, avec des prises d'urine ou différents marqueurs qu'on essaye de développer. C'est quand même prometteur, mais d'ici quelques années, ça va prendre plusieurs années avant de pouvoir avoir accès à ces choses-là. En recherche, ça existe déjà, mais juste un biomarqueur là, au niveau du sang
une prise de sang, puis après ça, faire le test. Ça prend plusieurs semaines avant d'avoir les résultats. Donc, souvent, la personne peut avoir déjà récupéré 100%. Donc, on est très loin, là, un peu comme un glucomètre, là, où on veut prendre une petite goutte de sang, voir est-ce que j'ai une commotion. On est très loin de ça, mais il y a vraiment un genre de volonté de trouver ce biomarqueur-là pour voir est-ce que j'ai vraiment une commotion et est-ce que ensuite ma commotion est rétablie là, suite à différentes prises en charge. Vous parliez de l'absence de lésions à l'imagerie. On pense résonance magnétique, CT scan. En recherche, il y a des appareillages parfois plus poussés, là, résonance magnétique dynamique ou autre. Ou est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des modifications ou vraiment il n'y a aucune investigation qui peut dénoter l'atteinte cérébrale lors d'une commotion cérébrale? Non, il existe des techniques d'imagerie qui sont utilisées vraiment en recherche, mais qui ont aucune utilité clinique là, parce que on est capable de voir après la commotion, puis après qu'elle a été diagnostiquée, on fait des corrélations, puis on regarde sur les imageries, mais si on prend une imagerie, même les plus poussées, on verra pas une commotion cérébrale là, sur l'imagerie. Là. Donc, après ça, on peut voir certaines... on en voit certains résultats positifs quand il y a multiples commotions cérébrales chez des gens qui sont lents à récupérer, des choses comme ça, où on peut faire des liens où on va vraiment voir des choses, là, mais en termes cliniques, là, pour l'instant, il n'y a pas de corrélation possible. Je pense qu'il y aurait vraiment un avenir là, avec tout ce qui est l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle est en développement, puis on voit notamment là, pas dans les commotions cérébrales, mais chez les radiologistes là, je sais pas jusqu'à quel point au Québec c'est répandu, mais aux États-Unis là, c'est les intelligences artificielles qui vont lire les radiographies ou des imageries, différentes imageries, des CT scans et ainsi de suite, qui vont déceler des choses beaucoup plus rapidement que des radiologistes même expérimentés. Puis ça va peut-être arriver la même chose au niveau des imageries cérébrales qui touchent les commotions cérébrales. Mais on n'est encore pas là en termes de faisabilité, là. Mais en recherche, on va voir quelques choses, des altérations qui se produisent. Des fois, il y a même quelques papiers, pas beaucoup, mais qui nous montrent qu'une seule commotion cérébrale pourrait amener des lésions axonales diffuses là, très précises dans certains cas, qui pourraient perdurer un petit peu dans le temps. Là. Donc ça, il y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il y en a quelques-unes, il faut quand même le mentionner. Là. On a parlé tout à l'heure d'encéphalopathie, des joueurs de football qui, certains avaient été menés au suicide, la dépression. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui au point de vue scientifique des liens entre une ou des commotions cérébrales et la survenue de maladies dégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer, les troubles de l'humeur, encore une fois, là? Ben ça, il y a quand même, il commence à avoir quand même plusieurs recherches scientifiques publiées qui démontrent un lien entre les commotions cérébrales répétées et la démence ou le Parkinson, des choses comme ça. Par contre, c'est un lien, encore une fois, qui est vraiment important, de corrélation. Puis souvent, c'est des études qui ont été faites épidémiologiques, donc qui ont suivi des gens là sur 50 ans, 60 ans, toute leur vie. Ils ont suivi pendant vraiment très longtemps. Et à ce moment-là, le problème qu'on a, c'est qu'il peut y avoir des variables confondantes au travers de ça. Comme je reviens avec les joueurs de football professionnels qui ont eu de multiples commotions cérébrales, on va être capable de faire un genre de profil disant, ben, ils vont avoir une démence, ils vont avoir une possibilité d'avoir plus de démence que dans la population en général, par exemple. Mais par contre, ces gens-là aussi, ils ont un rythme de vie là, vraiment différent. Donc, oui, ils ont des multiples coups, pas juste à la tête, dans le corps au complet. Là. Puis au football, là, un casque à casque, là, c'est l'équivalent d'un accident de voiture, là, selon différentes littératures scientifiques. Donc, ils prennent aussi beaucoup de médications, ils prennent beaucoup aussi d'antidouleurs. Il y a aussi beaucoup on ne va pas se le cacher, aussi beaucoup de consommation de différentes substances qui fait que ça vient un peu altérer tout ça. Puis on sait plus vraiment c'est quoi le poids de la commotion cérébrale répétée dans le portrait clinique. Là. Est-ce que c'est les substances aussi qui ont
qui ont fait les anti-inflammatoires. Pour certains, ils vont prendre des stéroïdes anabolisants. Bon, ben, est-ce que ça aussi, ça... Mais au niveau professionnel, c'est tellement répandu que ça vient teinter un peu le tableau clinique. Donc, on ne sait pas exactement, là, est-ce que c'est vraiment dû à l'ensemble de tout ça ou c'est vraiment... On peut pas isoler la commotion cérébrale seulement, même répétée, à un seul facteur qui va provoquer ça. Puis il y a vraiment plusieurs recherches qui essaient de se faire là-dedans. La recherche dans les commotions cérébrales est beaucoup dans des environnements très homogènes. Donc, ça va se faire chez des athlètes masculins de 16 à 25 ans. Tu sais, c'est pas le monsieur, madame, tout le monde qui a glissé sur une plaque de glace puis s'est fait une commotion puis qui finalement est inquiète parce qu'elle pense qu'elle va avoir une maladie dégénérative plus tard. Donc, c'est vraiment... on essaye d'avoir de la recherche un petit peu plus vaste, mais celle qu'on a le plus, c'est vraiment dans des populations très homogènes et jeunes en général. Puis tout ce qui est recherche chez les professionnels, ben c'est quand même plus opaque là parce que justement la NFL essaye de cacher ou de garder ça les données pour eux. Même chose dans la Ligue nationale de hockey, là, proche de nous, tu sais, on en fait de la recherche là, mais c'est quand même difficile d'avoir accès aux vraies données parce que chaque équipe veut pas trop partager les fameuses blessures du haut du corps. Exactement. Fait que même juste là, fait qu'imaginez-vous d'avoir les vraies données, là, c'est très difficile. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Un autre cas qui est très célèbre, c'est Mohamed Ali qui avait une maladie de Parkinson. Puis à l'époque, je me rappelle avoir lu que ce qui avait peut-être mené Mohamed Ali là, c'est sa qualité de boxeur. Il n'avait jamais eu de KO à ma connaissance, mais donc une longue carrière, des coups répétitifs à la tête. Donc, ce qui m'amène à vous poser une question. Est-ce que l'on sait si c'est pire d'avoir des événements ciblés de commotion cérébrale? Vraiment, on peut dire, ce sportif-là a eu 3 commotions cérébrales sévères. On pourrait penser à Sidney Crosby, Eric Lindros, versus un autre athlète jamais arrêté pour une commotion cérébrale, mais une carrière relativement longue, des coups répétitifs à la tête, sans arrêt pour blessure. Là. Donc, je sais pas si ma question est claire. Donc, ben, c'est assez clair, mais on n'a pas la réponse, malheureusement. Donc, ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est pas un chiffre qui est important. Donc, quelqu'un qui va avoir 3 commotions cérébrales dans sa carrière espacées sur 10 ans, il y en a une quand il était jeune, il y en a une un peu plus tard, puis il y en a une vraiment plus tard, et que chacune des 3 a bien récupéré. Il y a pas, c'est pas ça qui va amener des facteurs de risque là, plus que d'avoir des commotions cérébrales rapprochées. Et souvent, ce qu'on a comme indicateur, c'est quand elles sont rapprochées, on va voir l'évolution de la résolution des symptômes. Donc, la première fois, il peut y avoir puis là, je m'en vais dans un tableau très général. Là. C'est vraiment comme pour expliquer, c'est vraiment un exemple. Mais la première pourrait récupérer en 7 à 10 jours, par exemple. Puis après ça, ça va très bien. La deuxième, là, on voit que ça prend un petit peu plus de temps, ça prend 2-3 mois. Puis après ça, la troisième, ben, l'impact pour avoir eu cette commotion-là était beaucoup plus bas. Puis que là, ça perdure encore plus longtemps. Donc, on voit un allongement dans la récupération, dans la période de récupération des symptômes. Et en plus, le seuil pour avoir la commotion est un petit peu plus bas que les précédentes. Puis ça s'en va tout le temps un peu en se dégradant comme ça. Malgré le fait qu'il y a 3 commotions, cette personne-là aussi, comme l'autre, ben c'est qu'elle était peut-être trop rapprochée, puis que
à ce moment-là, on voit vraiment une dégradation dans la récupération. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui nous un peu fait lever un peu des drapeaux rouges en sachant que cette personne-là, elle risque, elle, si elle continue comme ça, d'avoir plus de problèmes à long terme que l'autre personne que c'était vraiment éparse, là, puis que c'est sur une très longue période. Est-ce qu'on garde donc une fragilité à long terme? Si on pense à Sidney Crosby, dans votre expérience, est-il plus fragile maintenant qu'un joueur qui n'a jamais eu d'impact à la tête? Ça, c'est une autre question où on n'a pas la réponse. OK. Si on regarde vraiment au niveau physiologique, scientifique, si on a une commotion cérébrale qui se résorbe bien, puis qu'elle est vraiment 100% résorbée, on devrait pas être plus fragile qu'un autre. Maintenant, ce qui arrive dans ces cas-là, souvent, c'est que c'est le mécanisme de blessure qui est semblable. Donc, la technique est importante. Si on parle d'un joueur de hockey qui reproduit la même technique, qui était un peu ou qui reproduit les mêmes gestes, ben oui, il va se remettre dans des positions à risque. Et à ce moment-là, des fois, il y a des athlètes qui sont plus craintifs ou qui vont changer un peu leur technique pour se protéger différemment. Ça peut amener un risque supplémentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de l'anticipation qui est importante. Donc, quand on anticipe le coup, on se protège. Mais en même temps, si on a une crainte, une anxiété d'avoir une commotion, ben c'est comme si on se met déjà dans... On se protège mal, en quelque sorte? On se protège mal, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment une réponse que je pourrais vous dire. Okay. Vraiment, techniquement, on devrait pas être plus à risque, mais si la commotion est mal gérée, entre guillemets, ou a été mal, elle a continué, ou la personne est revenue plus rapidement, ben là, oui, elle pourrait être plus à risque. Un blessé qui souffre d'une commotion cérébrale qui consulte chez Cortex, donc vous avez parlé d'une équipe multidisciplinaire, donc vraiment, qu'est-ce qui relève de la physiothérapie dans ce que vous offrez? Ça me semble tellement plus que ce que j'imagine comme rôle en physiothérapie, donc j'ai l'impression qu'on est presque ailleurs un peu, là, tu sais, donc... Ben, vous avez raison, en fait, nous, on a vraiment une clinique là, interdisciplinaire, là, ce qui veut dire que comment on fonctionne, là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment basé nos approches là, sur les données probantes, sur la science. On fait beaucoup de recherches nous-mêmes, puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des profils de commotion cérébrale, puis des trajectoires de commotion cérébrale. Donc, quelqu'un qui va avoir une commotion cérébrale en fin de semaine, pendant le match de la fin de semaine, puis qui vient nous voir le lundi suivant, il va être dans la phase aiguë. À ce moment-là, c'est pas la même prise en charge que quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il a des symptômes. Okay. Donc déjà là, on a une catégorisation. Je rentrais pas dans tous les détails, mais c'est vraiment pas la même prise en charge. Puis on peut parler de physiothérapie en termes aigus. Des physiothérapeutes vont regarder vraiment les dysfonctions cervicales. Donc, on parlait de la mécanique tout à l'heure. Ils vont regarder, donc ils vont faire un dépistage. Est-ce que, en plus de la commotion, j'ai des problèmes cervicaux qui sont provoqués suite au trauma? Est-ce qu'il y a des indices qui me disent que j'ai peut-être des problèmes au niveau du système vestibulaire? Donc, ils vont aller dépister. Ils ont des tests pour ça. Pour dépister, voir au niveau de l'oreille interne, est-ce que j'ai des problèmes qui pourraient être provoqués par ça? Parce que ça, c'est d'autres types de traitements qu'on va faire. Et au niveau oculomoteur aussi, donc ils vont regarder ça. Bien sûr, ils vont aussi être capables de regarder au niveau de l'hygiène de vie, de c'est quoi les symptômes présents, c'est quoi la constellation de symptômes qu'on a. Et ça, c'est en aigu. Donc, eux, ils vont pouvoir voir est-ce que je peux juste prendre en charge l'athlète avec ce que j'ai en avant de moi ou j'ai besoin vraiment d'aller voir d'autres professionnels qui sont la neuropsychologue, les neuropsychologues, pour aller voir tout ce qui se passe au niveau du cognitif, par exemple. Donc, est-ce que j'ai des ralentissements cognitifs? Ça, les physiothérapeutes n'ont pas les outils pour ça, mais ils ont des outils de dépistage pour référer à ces gens-là. Puis, on a aussi kinésiologue qui est super important pour nous. Comme je disais tout à l'heure, on a toujours prôné l'activité physique pour aider à récupérer. Donc, on a besoin d'un professionnel de l'activité physique pour aller faire des tests à l'effort. Donc, on va faire des tests physiologiques là, pour voir est-ce que au niveau physiologique, le cerveau a un fonctionnement optimal ou la commotion vient déranger un peu le niveau physiologique.
Et donc, je vais aller dans les deux extrêmes. Là. Quelqu'un qui est vraiment en aigu, il a eu sa commotion cérébrale en fin de semaine, il vient à la clinique Cortex, il pourrait n'avoir qu'un seul professionnel, donc soit le kinésiologue ou le physiothérapeute, puis prise en charge rapide, sans problème. La personne que ça fait vraiment plus longtemps, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, mais pourquoi c'est si long que ça? Donc, on a l'équipe interdisciplinaire, là, on va vraiment aller décortiquer les différentes sphères. Donc, vraiment, oui, le physiothérapeute va aller voir au niveau physique, puis tout ce que je vous ai nommé il y a quelques minutes. Kinésiologue, même chose, puis neuropsychologue, même chose. Puis là, on va vraiment déceler la trajectoire, puis essayer d'aller gratter pour savoir pourquoi les symptômes durent depuis si longtemps. Il y a peut-être une petite problématique sous-jacente qui va aller être traitée. Donc, à ce moment-là, c'est automatiquement l'équipe inter qui entre en ligne de compte quand quelqu'un est en phase un petit peu plus chronique comme ça. En termes de prévention, est-ce que vous offrez des services de prévention, donc chez les sportifs qui ont des activités à haut risque là, dont on parle depuis un moment? Là? Ben, la prévention est très importante. Donc oui, il y a vraiment, au niveau de la prévention, il faut regarder au niveau de tout ce qui touche l'équipement, les équipements. Donc si on parle parce qu'on voit pas juste des sportifs non plus, mais donc tout ce qui implique équipement, tout ce qui est par exemple, les casques, c'est super important pour protéger la tête, mais si le casque est mal ajusté, ça peut amener un risque de blessure aussi. Donc oui, on va faire dans les écoles, on a beaucoup de programmes de prévention. Il existe aussi là des bons programmes de prévention qui sont accessibles au public là sur Internet. Donc nous, on va donner les liens de ça ou de toutes les informations par rapport à ça. Puis on a aussi un rôle d'éducateur là. On éduque pas juste les gens qui ont des commotions cérébrales, mais les gens qui sont à risque, donc dans les écoles comme je disais, mais aussi les entraîneurs, puis aussi les éducateurs en tant que tels dans les écoles. Donc, pour prévention avant la commotion, mais aussi par la suite, quand quelqu'un a une commotion, c'est important de suivre les bonnes étapes, oui, comme je disais, d'être actif rapidement, mais pas trop rapidement, puis pas de faire trop de sport intense rapidement, puis de pas retourner au jeu immédiatement. Donc, on fait aussi de ce côté-là la prévention pour empêcher que la commotion cérébrale soit trop lente à récupérer, puis empêcher aussi qu'il y ait une deuxième commotion qui viennent par-dessus la première si jamais pas tout à fait rétabli. Mais est-ce que des sportifs vont vous consulter, disons, je prends par exemple un boxeur, pour avoir rencontré la kinésiologue ou autre, pour vraiment avoir un programme d'entraînement ou vraiment des recommandations pour minimiser le risque ou optimiser, disons, sa condition physique? On parlait du support de la tête chez le boxeur tout à l'heure. Est-ce que vous avez un rôle là-dedans? Ou spontanément, les gens vont aller ailleurs que chez vous pour ce type de conseil-là? Ouais. Je vous dirais que dans la population en général, puis les sportifs, mettons, des écoles secondaires, des choses comme ça, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent nous consulter pour la prévention. Ça va être vraiment pour les équipes de très haut niveau, là, que ce soit les professionnels, soit on en a plusieurs qui viennent nous consulter pour avoir des programmes préventifs. Okay. On a aussi toutes des équipes nationales de ski, par exemple, qui viennent nous consulter pour ça. Mais, comme je disais, dans notre rôle de prévention, on enseigne aux kinésiologues ou aux préparateurs physiques, aux entraîneurs même, d'incorporer ces techniques-là de prévention on voit ça beaucoup au football, entre autres, là, le football juvénile, puis les jeunes là, qui commencent au football, où on va vraiment avoir des programmes de renforcement musculaire au niveau cervical. Donc, on a même fait des pamphlets avec des programmes d'exercice qu'on donne à ces athlètes-là, mais il y a pas c'est très rare que des jeunes vont venir nous consulter avant d'avoir la blessure. Vraiment, ils vont faire ça plus avec leurs équipes. Donc, on va conscientiser plus les équipes et les sportifs par rapport à ça. Puis à la boxe, pour les boxeurs, là, c'est vraiment connu, là, même avant même qu'on débute la clinique Cortex, là, les boxeurs, même si c'était des fois peut-être pas expliqué comme ça, mais il y avait toujours un travail qui est fait de renforcement musculaire au niveau cervical pour empêcher pour favoriser l'absorption des coups. Puis je vous dirais que même dans des sports un peu plus spécifiques comme la Formule 1 là, ou ceux qui font de la course automobile,
ils vont mettre des genres de poids sur leur casque avec des vibrations pour renforcer le coup, puis faire un genre de mimisme qui se passe dans une voiture de course. Il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de commotions qui se produisent dans les voitures de course. Donc, eux aussi vont faire ce type de choses-là. Mais il y a pas grand monde par eux-mêmes qui vont prendre rendez-vous pour... Puis ça, c'est pas juste pour les commotions. C'est un peu tout type de blessure. Là, les gens attendent souvent d'avoir mal ou d'être blessés avant de consulter là, pour la prévention. Mais la prévention est très importante. Très importante. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de coups à la tête répétés, de commotion cérébrale, ça évoque éventuellement l'arrêt des activités. Donc, quand est-il temps de discuter d'interrompre une carrière, puis auprès d'un sportif, ça peut être dramatique, là, soit que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau amateur, il y a des impacts majeurs sur le fait d'arrêter la carrière d'un jeune sportif, là, au niveau psychologique ou autre. Là, finalement, on est dans une espèce de cercle vicieux là, à certains égards. Ben écoutez, on n'a pas la réponse à ça. C'est vraiment un diagnostic clinique avec tout un processus clinique qui est fait quand on dit à quelqu'un qu'on pense qu'il devrait arrêter sa carrière. Souvent, c'est un processus de réflexion que l'athlète lui-même aussi a déjà enclenché. Quand on parle de plus jeunes qui aiment beaucoup leur sport, puis qui sont là pour différentes raisons, notamment être avec des amis, puis l'aspect social est super important, puis qu'on a vraiment, on voit le risque, ben on va vraiment y aller avec la famille, mais on n'a pas de critères scientifiques qui nous disent qu'on devrait absolument arrêter quelqu'un. On a certains critères là, qui sont plus des critères consensuels, donc des consensus d'experts. Donc, en général, quand un jeune adolescent, enfant et adolescent a 2 commotions ou plus dans une même année, on va recommander, des fois ça peut aller à 3, là, 2 à 3 commotions dans la même année sportive ou année, on va recommander d'avoir 1 an d'arrêt, vraiment une année complète, pas une saison sportive, mais vraiment 1 an d'arrêt. Ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on l'a fait à la clinique. Il y a beaucoup d'athlètes ou de sportifs qui ont peur d'arrêter 1 an pour dire, ben écoute, dans 1 an, là, je serai moins bon, je vais être moins bon, ma carrière va être finie, tout ça. Puis finalement, ils se rendent compte que plusieurs d'entre eux, même à très haut niveau, là, dans le junior majeur, on a suggéré à plusieurs d'arrêter 1 année complète. Puis en revenant, ils étaient tout aussi bons, puis même ça leur a fait du bien de prendre du recul. Non, mais il n'y a pas de règles scientifiques, parce que nous, pas juste nous, mais le consensus, c'est de les arrêter 1 an. Mais est-ce que si on les arrêtait juste 6 mois, ça serait correct? Est-ce que si on les arrêtait 3 mois, ça serait correct? Il n'y a personne qui le sait. Puis, en termes de retraite vraiment définitive, ben c'est vraiment, comme je dis, un ensemble de facteurs qui doivent être discutés aussi. À un moment donné, c'est vraiment une répétition de commotions cérébrales qui se produisent. Puis souvent, c'est des gens qui vont prendre leur retraite, qui vont vraiment accéder à ça, ils vont avoir des symptômes persistants. Là. C'est très rare que quelqu'un ait vraiment plus de symptômes, il va super bien, puis qu'il décide de prendre sa retraite quand même. Là. Même si dans certains cas, on voit que c'est à répétition. Donc, voilà, c'est vraiment, on y va consensuel. Là. Donc, en général, c'est la gradation, mais on y va plus arrêter 1 an avec 2 à 3 commotions dans la même année. Là. Vous parlez là de nombre de commotions, ce qui m'amène peut-être à vous demander la précision que j'aurais pu vous demander tout à l'heure. Là. Si moi je joue au hockey, je me cogne un peu sur la bande, je suis étourdi 5 secondes, j'imagine ce n'est pas une commotion cérébrale. Les critères diagnostiques francs de dire ça c'est une commotion cérébrale, quels sont-ils? Est-ce que c'est la durée des étourdissements, l'intensité, les céphalies ou... Ben dans la définition de la commotion cérébrale, c'est vraiment faut qu'il y ait eu une altération de l'état de conscience. OK. Donc ça, c'est quand même assez vague. Quelqu'un qui est un peu étourdi puis qui a vu des étoiles, bon, il y a eu une altération certainement, mais est-ce que c'est dû à la commotion? Est-ce que fait que c'est très vague, puis des fois, les gens s'en rendent même pas compte. Ils vont avoir des symptômes qui vont apparaître le lendemain, ils vont avoir des symptômes avec délai. Donc, on peut pas vraiment, c'est pour ça que la course au biomarqueur est vraiment lancée, parce qu'avec un biomarqueur, on va prendre une prise de sang, on va vraiment pouvoir le dire,
écoute, t'as eu une commotion Il y a un cérébrale, traumatisme. il y a quelque chose. Là, actuellement, c'est vraiment, des fois, on va voir quelqu'un, là, on va voir visuellement quelqu'un qui s'est fait frapper, puis on va le questionner, puis là, on est à la merci de ce qu'il nous répond. Donc, s'il nous dit que tout va bien, ben, puis qu'il n'y a pas de problème vraiment visuel puis objectivable, il faut que ça soit objectivable aussi. Donc, c'est très difficile à diagnostiquer. Donc, c'est vraiment un processus clinique où on a aussi la confiance entre le patient et le clinicien. En général, on a une petite règle, là, en tout cas que moi j'applique, là, qui est pas très scientifique, là, mais s'il se passe quelque chose sur le terrain qu'on l'a pas vu arriver, puis que la personne, l'athlète vient vous voir après le match, il dit ouais, je me suis fait brasser un peu, puis il pose un peu des questions sur les commotions, tout ça, puis qu'il y a eu un petit mal de tête. On va tout le temps de plus prendre précaution parce que c'est comme aussi si l'athlète nous lançait une petite ligne pour dire écoute, j'ai peut-être eu une commotion, puis il veut que ça vienne de nous. Là. Okay. Donc ça, c'est un peu, mais on n'a pas de critères diagnostiques objectifs qui existent pour l'instant de la commotion. C'est vraiment un processus clinique où on va éliminer des différents facteurs. C'est sûr que si on voit quelqu'un qui a une perte de conscience, ben c'est clair que là, il y a eu une altération. On l'a vu, là, c'est ça. On peut le dire qu'il y a une commotion, mais dans 90% des cas, il n'y a pas de perte de confiance. Donc, ça laisse que la majorité des commotions qui vont être diagnostiquées, ça va être vraiment sur si c'est objectivable qu'il y a des pertes d'équilibre, des différentes choses. Mais si c'est juste une altération très rapide, puis que la personne l'a senti puis qu'on l'a pas mesuré, ben ça va être difficile à diagnostiquer en effet. Excellent. Je pense que ça fait un excellent tour d'horizon. Donc, la formule du balado m'amène souvent à atterrir un peu plus tranquillement. Donc, il y a une petite section baguette magique. Donc, et je serais curieux de vous entendre dans votre rôle. Si vous pouviez changer une chose dans notre système de santé québécois aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ben pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis j'aimerais ça qu'un jour ça se fasse. Là, c'est vraiment l'accès universel aux soins. La clinique Cortex, on en a parlé tout à l'heure, puis c'est une clinique qui est privée. On a dû partir ça avec un groupe de collègues. On a parti ça, mais c'est privé, donc il y a quand même il y a beaucoup de gens qui ont des assurances, mais il reste qu'il y a quand même des gens qui ont pas d'assurance. Donc, avoir un genre de système d'accès universel à tout le monde, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour moi, c'est peu importe, mais que les soins qu'on offre puissent être accessibles là, à tout le monde, ça serait vraiment un coup de baguette magique là, que j'aimerais grandement qu'il se produise un jour. Au-delà des soins finalement médicaux, puis d'ailleurs c'est un enjeu qui a été un peu aussi mis en évidence avec la COVID, puis la COVID longue. La prise en charge des patients atteints de COVID longue est multidisciplinaire. Et au début de la pandémie ou au début de cette entité-là, les gens se sont rapidement rendus compte que beaucoup des soins qui étaient nécessaires n'étaient pas offerts dans le réseau public. Donc, on disait aller en psychologie, aller en ergothérapie, aller neuropsychologie ou autre, puis ce n'est pas offert. Donc, c'est un espèce de volet universel des soins qui est un peu factice à certains égards. Donc, Exactement. Avez-vous une rencontre de rêve? Ben oui, en fait, une personne que j'aimerais rencontrer, malheureusement, n'existe plus, mais pour moi, c'est vraiment Léonard de Vinci. D'accord. C'est vraiment... j'ai un livre d'anatomie de lui qui il est beaucoup connu pour ses peintures puis son art, mais cet homme-là était vraiment... probablement un génie, mais tu sais, de la façon qu'il s'y est pris, ces planches anatomiques là, que j'ai regardées, c'est vraiment très précis. Il allait dans les morgues, là, chercher des cadavres, puis on parle là, c'était pas très commun à l'époque, puis il disséquait ça, après ça, il les reproduisait, puis c'était très, très, très précis. Il y a certains de ses dessins que maintenant on sait que quand j'ai regardé l'anatomie de ça, c'était pas tout à fait ça, parce que quand il avait pas accès, lui, il prenait son crayon puis il allait un peu de façon aléatoire, mais c'est quelqu'un aussi j'ai un peu lu sur lui, puis c'est quand même quelqu'un qui n'était pas classé comme un scientifique, il n'y avait pas d'études scientifiques, mais il a quand même développé vraiment une étude de différentes choses, puis il était très polyvalent, là, il était aussi faisait de l'ingénierie, il faisait toutes sortes de choses, donc
j'aimerais bien m'asseoir avec lui puis de voir un peu comment il pensait. Puis c'est quelqu'un qui pense vraiment comme un peu un visionnaire puis qui, comme on dit en anglais, là, think out of the box, là, qui pensait en dehors de la boîte. Là. Je sais pas si ça se traduit comme ça, mais qui suivait pas le chemin tracé. Là. Donc, ce serait vraiment quelqu'un que j'aurais probablement beaucoup de plaisir à prendre un verre avec cette personne-là. Auriez-vous peur d'être intimidé au niveau intellectuel par quelqu'un comme ça? Certainement. Certainement. Avez-vous une cause faudrait que ça soit au début de sa carrière. D'accord. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur? En faisant des recherches sur vous, j'avais retrouvé la Fondation Pierre-Yves Bouchard d'abord. Est-ce que c'est une fondation qui est encore active? Puis est-ce que vous supportez d'autres causes? Ben écoutez, la Fondation Pierre-Yves Bouchard, ça me tient énormément à cœur, là, justement, dans le même temps à peu près qu'on a parti la clinique, je jouais au soccer là, avec des petits vieux, là, on s'appelait les vieux crampons. Et un de nos collègues joueurs de soccer, là, Denis Bouchard, son garçon était entraîneur de soccer. Il a entraîné mon garçon aussi à l'époque. Et Pierre-Yves Bouchard, ce joueur de soccer-là, à un moment donné, dans un tournoi de soccer, à l'intérieur, il a trébuché, sa tête a frappé un mur. Puis finalement, un mois plus tard, il en est décédé à l'hôpital. Mm-hmm. Donc, avec Denis, j'ai décidé de fonder la fondation pour aider justement les gens qui ont des traumas crâniens en situation d'activité physique ou de sport. Et la fondation est très active. Vous pouvez facilement la trouver sur Google. Il y a beaucoup d'activités de la fondation qui sont faites dans la prévention justement, puis dans la conscientisation. Récemment, la fondation est allée mettre des petites affiches là, dans différents centres de ski par rapport au port du casque pour conscientiser au port du casque parce que c'est pas obligatoire le port du casque. Même chose au niveau dans des écoles secondaires, ils font beaucoup de conscientisation pour les commotions cérébrales. Donc, c'est une fondation là qui me tient en effet beaucoup à cœur. Mmh. En conclusion, donc, en fin d'entrevue, je vous laisserai le mot de la fin, là, après un bel entretien de plus d'1 heure, là, un message peut-être que vous nous laisseriez ou... Ben, merci de m'avoir invité, là, malgré le fait que je sois à l'autre bout du monde. C'était très intéressant. Puis, je pense que c'est important que les gens qui subissent des commotions cérébrales, malgré le fait de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, de pas voir ça trop gros puis de pas s'inquiéter à outrance là. Donc une commotion cérébrale qui est bien prise en charge peut bien récupérer. Puis comme je le disais aussi tout à l'heure, de pas arrêter complètement toute activité là, tranquillement prendre des marches puis bien sûr de consulter des équipes interdisciplinaires au besoin. Mais de pas voir ça comme une blessure catastrophique là, ça bien pris en charge là, ça récupère bien. Alors Philippe, merci. Merci à vous. Au plaisir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.